Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de bioentrepreneur.com dans laquelle on va voir tout ce qui concerne le zéro déchet en entreprise. Bonjour Hélène. Bonjour. Hélène de Vestel. Oui, c'est ça. Enchanté. Donc toi tu t'occupes d'une entreprise qui s'appelle Edeni. C'est ça, exactement. Tu es une spécialiste du zéro déchet en entreprise. Et ce que je vous propose, c'est de voir un peu pourquoi c'est important de s'occuper de ce sujet-là. Ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, comment le faire et tous les petits secrets et les astuces là-dessus. A tout de suite. Donc bonjour Hélène, Bonjour, merci de nous accueillir. Donc toi tu es spécialiste du zéro déchet. C'est ça, oui. Au sens large. Et tu travailles pas mal avec des entreprises, dont de grosses entreprises. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de qui tu es, pour commencer? Exactement, je travaille sur le zéro waste même en général, je précise pourquoi. Alors c'est pas du tout par amour des anglicismes, mais c'est vraiment parce que dans le waste en anglais, on a vraiment cette précision du zéro gâchis et déchet, qu'on ne retrouve pas ce double sens en anglais, en français plutôt, et c'est très important de préciser ça parce que moi je m'attache vraiment au non-gâchis, c'est la première des choses, et le déchet in fine existe toujours d'une manière ou d'une autre, c'est juste qu'on va pouvoir le réintégrer au sein d'un écosystème, d'une boucle circulaire, on appelle, et ça c'est vraiment très important d'avoir cette approche systémique. Une fois que cela est dit, effectivement moi mon parcours est très particulier, j'étais pas du tout destinée à être entrepreneur à la base. D'accord. C'est que j'étais donc consultante en stratégie. Ouais. J'ai travaillé pour des grands groupes comme Safran, après j'ai travaillé un petit peu pour la Commission européenne. Ensuite je suis devenue conseillère du ministre de la modernisation en Argentine. Ça c'est fou, mais ok. Et j'y suis restée pendant 2 ans à peu près. Et j'ai essayé de mettre en place justement les prémices d'Edeni en faisant de l'optimisation des déchets et de la rationalisation au sein du ministère. Donc là c'était pour une administration du coup? C'était pour une administration, voilà. De grande taille on peut dire parce que... De très grande taille et surtout en partant de très très loin. Parce qu'il n'y avait même pas le tri qui était fait dans tous les bureaux. Donc petit à petit apprendre aux employés à se départir de leurs poubelles individuelles, d'avoir des poubelles qui vont être à 5 mètres, à 10 mètres, de voir comment on peut recycler, de mettre en place aussi des composteurs. Les biodéchets composent environ 40% de notre poubelle. Même dans un bureau? Personnel, pas dans un bureau. Sauf peut-être en Argentine, où ils consomment beaucoup de la yerba mate, qui est cette sorte de thé. Alors c'est une sorte de thé, une herbe qu'on boit dans une calebasse et qui génère énormément de déchets de ces herbes en fait qui restent et qu'on doit changer toutes les 2-3 heures. Donc ça là-bas c'est de la fourniture de bureau comme une autre en fait. Exactement. C'est ça. Exactement. Donc, et alors je crois que tu as travaillé aussi, alors tu vas peut-être nous préciser ça, mais en collaboration avec les équipes de l'économie bleue de Gunther Pauli. Oui, alors justement, grâce à mon implication en Argentine, et j'avais commencé à fonder une asso qui s'appelait Edeni, de sensibilisation au zéro waste, puisque moi ça faisait déjà 2 ans que je vivais sans déchets. Alors regardez ça. Ça, c'est mes uniques déchets non compostables, non recyclables depuis 1 an. Tous tes déchets sont là-dedans? Tous mes déchets non recyclables, non compostables sont là-dedans, effectivement. Donc ça va être tous les résidus qui ne sont ni carton, ni plastique dur, ni biodéchets qui peuvent être compostés. Alors là vous vous demandez peut-être, mais ça c'est une démarche personnelle, et c'est ce que je me suis dit la première fois où j'ai vu Hélène en prestation dans une grande conférence, on peut dire, sur l'économie bleue, qui était destinée aux entreprises, et on va très vite faire le lien finalement avec le monde de l'entreprise aussi, puisque comme on disait au début, tu as implémenté, on va dire, des démarches zéro déchet en entreprise, zero waste, pardon, et là-dessus, il y a un lien entre les deux qui n'est pas forcément évident pour tout le monde en fait.
Le lien n'est pas forcément évident, mais moi je le fais très très facilement, tout simplement parce qu'une fois qu'on a changé son paradigme individuel, qu'on est capable de ne plus avoir dans son champ de possibilités le déchet en tant que tel, on va pouvoir l'appliquer à l'entreprise et ça va être quelque chose d'extrêmement positif. C'est de l'efficacité pure, c'est de l'optimisation, c'est-à-dire qu'on ne va pas payer pour quelque chose qui va in fine se transformer en déchet. Et je veux dire, au-delà même du cycle de vie à l'intérieur de l'entreprise, c'est également, au point de vue législatif, on sait que dans tous les cas, ça va être de plus en plus dur pour les entreprises de ne pas intégrer les coûts complets, donc autant s'y préparer à l'avance. Alors ça, c'est un point clé aussi, c'est-à-dire qu'en fait, ça va devenir de plus en plus contraignant, et il y a un moment où ça va leur coûter de l'argent si elles ne s'en occupent pas plus qu'aujourd'hui. Exactement, et c'est maintenant qu'il faut... À cause de la loi, c'est ça. Alors, à cause de la loi, mais aussi à cause du marché. J'ai reçu justement, c'est marrant, un mail d'une grande entreprise de cosmétiques, un mail interne qui tournait. C'est la première année là où ils ne sont pas reconduits dans une offre de box de Noël parce que les dirigeants de cette box de Noël très connue aux États-Unis ne mettent en avant cette année que des produits sans emballage. Zéro. Donc voilà, c'est un peu un tsunami dans beaucoup de grandes boîtes comme ça, de grande distribution, ou là en l'occurrence de cosmétiques. Et c'est important de s'y préparer, et tout simplement pour le bon sens, pour le fait de faire les choses avec beaucoup plus de rationalité, meilleur pour la planète, plus sain, plus écologique, plus éthique, mais aussi parce qu'au point de vue économique, ça se justifie tout à fait. Il y a toute une problématique de coût, et en fait, ça va toucher aussi bien les petites entreprises, moyennes entreprises et grandes entreprises. Ça le fait déjà, quel que soit son profil d'entreprise, en fait. Et on risque quoi, en fait, si on ne le fait pas ? On risque d'avoir des coûts supplémentaires parce que déjà la masse de déchets peut prendre de la place en tant que telle, et il y a des économies à faire rien qu'à ranger un petit peu ces poubelles. Il y a aussi la loi qui peut devenir contraignante et puis qui peut commencer à être, à distribuer des amendes en fait pour ceux qui sont moins rigoureux que d'autres. Et il y a encore la pression soit des fournisseurs, soit des actionnaires, enfin de ceux qui décident qu'au bout d'un moment on va être plus vertueux dans son activité et que si vous n'y êtes pas, on va choisir quelqu'un d'autre. Exactement. Donc voilà, ça fait 3 ou 4 bonnes raisons de s'intéresser au problème. Et plus une meilleure qualité de vie au travail aussi, je veux dire, le sens avec les générations Y et Z justement et les millennials, il y a de plus en plus de chefs d'entreprise qui ont du mal, premièrement à garder les employés qu'ils ont et ensuite à recruter, et ça peut être vraiment un facteur d'attractivité, de dire voilà, nous dans notre entreprise on prend en compte ces coûts complets pour nos produits, pour notre business, et aussi au sein même de l'entreprise, dans notre vie quotidienne. Il n'y aura pas de gobelets en plastique, il n'y aura pas de consommables qui ne sont pas gérés de manière responsable en point de vue circulaire, et ça pour moi c'est beaucoup plus attractif qu'un baby-foot dans la salle d'entrée où on n'a pas le temps d'aller jouer. C'est sûr. Donc voilà, il y a vraiment multiples intérêts à y aller, économiques et humains. Et finalement, ces intérêts ne font que grandir avec le temps, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde commence à se rendre un petit peu compte. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se demandent un peu comment faire. Et justement, on va pouvoir aborder ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça implique en fait dans l'entreprise de rentrer dans une démarche zéro déchet, par quoi on commence, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est d'autant plus important comme argument que c'est là que j'ai commencé à travailler donc avec Gunther Pauli et à monter le projet Edeni, vraiment cette boîte. C'est en m'apercevant au G7 que les plus grands experts environnementaux avaient des bouteilles d'eau à la main. D'accord. Et c'était pas par manque de mauvaise foi, alors il y en a qui sont forcément moins impliqués que d'autres. Et les petits badges en plastique qu'on jette juste après l'événement, c'est ça ? Exactement. Et toute une série de... tout le combo d'incohérences en fait qu'on peut avoir entre des valeurs et des actes démontrés. Une non-incarnation quelque part de la volonté de changement, où on va prévoir des projets bénéfiques pour la planète, pour la santé, pour la société sur 20 ans, et aujourd'hui
on rentre chez nous le soir après une conférence super inspirante et on ne fait rien. Donc il y a un manque, premièrement, de connaissance des alternatives. Okay. Deuxièmement, il y a un trop plein d'informations, des quiproquos, des infos intox sur internet, on a du mal parfois à démêler le vrai du faux. Ouais. Et troisièmement, un manque d'accompagnement à faire ce premier pas, où effectivement il y a un réel besoin de se mettre en mouvement, de se mettre en marche, et ça, il faut de l'accompagnement qui n'est pas encore prévu actuellement sur ce domaine très précis du Zero Waste. D'accord. Et c'est ce avec quoi donc j'ai pu travailler avec Gunther Pauli sur des projets de la Blue Economy que mène Gunther actuellement avec le gouvernement argentin en Argentine, mais aussi en France, à la CCI d'ailleurs de Cornouailles, où on s'est rencontrés. Donc à Quimper, en Bretagne, où il y a un projet pilote économie bleue, dont j'ai déjà parlé d'autres vidéos, et on fera les liens dans la description si vous voulez en savoir plus là-dessus. Et à la suite de ça, en rentrant en France, j'ai créé donc Edeni. Ouais. Qui est une sorte de cabinet de conseil en zero waste. D'accord. Qui s'intéresse premièrement à changer le paradigme de l'individu au sein de l'entreprise. Donc vraiment des collaborateurs, des cadres comme... Alors quand tu dis paradigme, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Alors le paradigme, il y a un exemple que je reprends souvent, c'est par exemple si on était un entrepreneur du bâtiment dans les années 60, pour refaire l'isolation d'un toit. On avait dans tout son choix, dans son paradigme, dans sa vision de la manière de faire les choses, l'option de l'amiante. Ouais, d'accord. Les experts sont arrivés, les études, voilà, on a vu que l'amiante n'était plus un choix possible, donc on a changé de paradigme. Mais aujourd'hui, un entrepreneur du bâtiment qui veut refaire une toiture ne va même plus penser à l'amiante en fait dans ses possibilités. Je comprends. Et ben moi, c'est exactement pareil avec le déchet. Ouais. C'est-à-dire que je ne le conçois pas sans en avoir aucune frustration, mais je ne le conçois pas comme une alternative possible. C'est-à-dire que je vais, s'il y a quelque chose qui est vendu avec un emballage superflu, inutile, je le considère pas comme quelque chose vers lequel je vais aller. C'est même pas une option, je vais aller forcément vers le vrac et je me dis tiens, ici il n'y a pas de quoi manger. C'est comme si j'avais des cailloux et je vais avoir là où on peut avoir ce zero waste. Alors du coup le paradigme, ça sera un peu un mélange de ton état d'esprit par rapport à sélectionner certaines pistes et à en rejeter d'autres finalement. Et à rassembler dans ta boîte à outils un certain nombre de solutions qui correspondent finalement à cette vision du zero waste. Exactement, pour un chef d'entreprise, ça va être si on se lance dans une chaîne de café, le marc de café qui va nous rester, c'est pas envisageable, on va pas réfléchir à comment s'en débarrasser, le mettre à la poubelle verte, voilà, non. C'est quelque chose que dès la conception du café, on va prendre en compte pour que ce soit le plus circulaire possible. D'accord. C'est le PDG d'Interface qui font des moquettes qui... ils intègrent du marc de café dedans? Non, ils n'intègrent pas du marc de café dedans. En revanche, ils ont déjà pensé cette circularité au sein de l'entreprise pour que toutes les moquettes soient réutilisées, qu'on n'ait plus d'extraction d'hydrocarbures pour les fabriquer. Et il a été vraiment très en amont de la démarche, qui fait que quand les prix des hydrocarbures ont explosé, eux étaient en avance quelque part. Ils n'ont pas été impactés par ça. Ils n'ont pas été impactés, non seulement ça, et en plus ils ont pris des parts de marché à tout le monde. Alors là tu parles d'une démarche quand même assez mature en fait, ça concerne surtout des gens qui trempent déjà dedans depuis un moment. Le fait de concevoir un produit en amont, en prévoyant la fin de vie du produit, de manière à ce qu'il n'y ait aucun déchet finalement. Ça nécessite un certain niveau de pensée, de mindset ou de paradigme, en tout cas avancé sur ce créneau-là. Et mais si on prenait le cas, par exemple, d'une entreprise type qui n'a pas du tout eu le temps de se mettre à ces choses-là, qui se dit waouh, il y a des choses qui bougent autour de nous, ça se trouve, je viens de rater un gros contrat parce qu'on vient de me renvoyer que j'étais pas assez écolo, ou je sais pas, ou qui, par l'autre bout de la lorgnette, si on veut dire, se retrouve coincé par rapport à une loi qui va passer dans quelques mois et n'a pas du tout anticipé ça, et risque de se retrouver avec des coûts qui n'étaient pas prévus et qui peuvent être assez importants. Je suis ce chef d'entreprise aujourd'hui, par où je commence, comment je fais pour me mettre dans la démarche, sachant que je vais peut-être pas rentrer par la porte écologique, parce qu'à la limite l'écologie je m'en fous,
mais j'ai une ligne dans mes comptes qui sonne l'alerte, quoi, qui dit ouah, attention, parce que là, si je m'en occupe pas, ça va me coûter vraiment très cher. Alors il y a plusieurs choses. Dans le réseau Edeni par exemple, on a répertorié, donc grâce aussi à la Blue Economy, tout le réseau de Gunther Paoli, toute une série d'initiatives qui peuvent s'appliquer et de start-up qui peuvent s'appliquer à énormément de secteurs et à énormément d'entreprises. Donc d'abord, on va avoir un travail avec ce chef d'entreprise, avec les équipes, pour identifier si le problème qui s'applique pour eux n'a pas déjà été résolu par quelqu'un d'autre. D'accord. Pour ne pas réinventer la roue. Ensuite, si on ne trouve pas et que cette problématique est très spécifique à cette entreprise, à ce moment-là, on va partir de l'existant et réfléchir aux écosystèmes qu'on a aux alentours. Est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un qui va récupérer ce déchet pour en faire autre chose? Est-ce qu'on ne va pas l'intégrer en interne, comme par exemple... Donc là, pardon, je te coupe, c'est de l'analyse des matières, en fait. C'est en gros regarder les déchets en face, faire un premier gros tri, de se dire, là, il y a tel type et tel type et tel type de matière. Est-ce que quelqu'un pourrait les réutiliser derrière? Exactement. Et alors pour ça, moi j'ai une intime conviction, c'est qu'on ne peut pas arriver avec des solutions toutes faites d'extérieur. Les collaborateurs qui travaillent, qui ont 10 ans d'expérience sur leur boîte, ont des connaissances qui sont absolument formidables et qu'il faut savoir exploiter. Ils n'ont justement pas eu ce shift, ce switch de paradigme qui est vraiment important, et j'insiste là-dessus, et c'est pour ça que il faut d'abord s'adresser à eux, leur insuffler quelque part cette innovation du zero waste, cette manière de penser, et ensuite c'est en co-construction avec eux qu'on va pouvoir trouver des solutions disruptives, innovantes, qui vont changer. C'est une fois que eux ont réappris quelque part à ne plus penser le produit comme pouvant être néfaste, non écologique, non éthique. Et forcément, si on trouve une solution à ça, au niveau de la création de valeur, au niveau du budget, ça va suivre. Parce que dans la nature, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de déperdition de matière. On ne subventionne pas les vers de terre pour manger les feuilles qui tombent de l'arbre. Exactement. Donc il y a forcément des synergies à trouver qui vont se traduire en termes budgétaires et en argent. D'accord. Sonnant et trébuchant. Alors ça fait pas mal de choses, parce que si j'ai bien suivi, il y a une histoire de mindset, d'état d'esprit à trouver, donc le paradigme a changé. Donc ça, c'est presque une démarche de changer sa vision, je dirais presque de développement personnel. Pour un dirigeant ou... Puis savoir le faire, je veux dire, à son échelle. Comment pouvoir imaginer qu'on va créer un produit qui va être sain, écologique, éthique, zéro waste, si tous les jours en arrivant au bureau, on a son petit gobelet en plastique, on déjeune avec des couverts en plastique le midi, on jette, il y a une schizophrénie qui s'installe. Qui n'est pas possible, et ça va se transmettre sur le produit, ça va se transmettre auprès des équipes de com, ça va, le consommateur va forcément le ressentir quelque part, qu'il y a une approche greenwashing, et même dans sa création de produits, ce sera pas sincère et ce ne sera forcément pas suffisamment poussé. C'est pour ça qu'il y a vraiment une imbrication, un parallèle à faire entre sa manière d'être au bureau, au niveau de l'individu, et sa créativité, son travail et le business qu'on va pouvoir en sortir. D'accord, donc ça c'est un premier élément. Tu as parlé aussi de l'effet réseau, c'est-à-dire le fait de pouvoir partager les expériences d'un certain nombre d'entrepreneurs en fait, qui ont déjà la démarche en route, au moins à un niveau ou deux, et de trouver dans ce réseau finalement des gens qui ont la solution pour soi, alors qu'on est un peu bloqué tout seul, on ne sait pas forcément où aller. Il y a beaucoup d'initiatives en ce moment qui sont en train de se créer, et c'est pour ça que au-delà de la Blue Economy, qui ne distribue pas forcément de labels, mais qui sont des initiatives qu'a rencontré Gunther Paoli, au niveau d'Edeni, on crée un label. Donc le label Edeni, qui n'a pas forcément des indicateurs extrêmement précis, ça ne va pas être une norme ISO. En revanche, il y a un certain nombre de chartes qui sont respectées au niveau justement de cette prise en compte du zero waste, que ce soit au sein même de l'entreprise et sur sa production extérieure ou ses fournisseurs.
On ne peut pas être parfait surtout. Les choses, on doit vraiment accepter le fait qu'on y va pas à pas et qu'on ne va pas révolutionner tout du jour au lendemain. C'est ça peut-être la clé, parce que je me dis, voilà, c'est absolument... c'est fascinant, il peut y avoir des implications colossales au sein d'entreprise si on s'y met vraiment. Mais on a un peu tendance à vouloir tout de suite que tout soit fait d'un coup, alors qu'il y a plein d'étapes. Il y a plein d'étapes, quoi. Il y a l'étape état d'esprit, l'étape se mettre en réseau, commencer à chercher et adapter des solutions pour soi. Il y a plein d'étapes. En revanche, l'honnêteté intellectuelle et la volonté de viser le bien directement doit être à la racine de la démarche, au cœur du projet. Et à partir de là, on peut commencer par n'importe quel sujet, en fait. C'est-à-dire que du moment qu'on commence... Exactement. Et comme tu disais, il n'y a pas de modèle type qui va correspondre à toutes les entreprises non plus. Non, ça c'est une évidence. Même si, encore une fois, il est important de ne pas vouloir perdre trop d'énergie et de temps sur se casser la tête à essayer de réinventer un modèle qui peut-être a déjà une solution quelque part dans le monde. Et ça, c'est important aussi de connaître, de faire une veille très importante sur ce qui peut exister, sur les manières de s'améliorer, et ensuite de l'adapter à un contexte très précis. Par exemple, à Quimper, le réseau des supermarchés, par exemple Leclerc, va avoir ces déchets qui vont être traités vraiment sur place. Il va y avoir une partie qui va être récupérée, par exemple, pour les déchets alimentaires, par des associations, une autre qui va partir à la méthanisation. Il va y avoir des algues spirulines qui vont être faites en local et qui vont pouvoir être vendues directement dans les supermarchés. Voilà, très important aussi de s'insérer à l'intérieur d'un écosystème existant et qui est souvent sous-exploité. On va souvent chercher des solutions qui sont plus loin des fournisseurs, alors qu'on pourrait très bien faire en local. Et bien souvent, d'ailleurs, on se trompe en pensant que ça va être plus cher si on utilise de l'artisanat à petite échelle, alors qu'il y a des économies énormes à faire, que ce soit en logistique, en transport, en adaptation directement au marché local. Et ça, c'est vraiment des pistes très intéressantes à explorer quand on est en workshop et déni. On commence toujours par l'individu, par la sensibilisation, l'état d'esprit. Ensuite, on va travailler sur le benchmarking, ce qui peut exister, de voir un petit peu les synergies. Et ensuite, vraiment l'adaptation au niveau local de la problématique très précise de cet entrepreneur ou de cette entreprise. Donc il y a aussi une implication en termes de développement local immédiat, en fait, de recabler un peu l'économie de ses très proches voisins, et donc de redynamiser aussi sa région, finalement. Exactement, ne serait-ce que les biodéchets, par exemple, ça fait du compost pour tous les agriculteurs aux alentours. D'accord, donc c'est vachement intéressant. Donc je sais pas si vous mesurez les implications de rentrer dans ce genre de démarche, parce que finalement on commence un jour, alors le plus important c'est peut-être de commencer par quelque chose. Toujours, tous les cas, le premier pas. Puis ensuite probablement de se faire accompagner dans un suivi, histoire d'avoir un peu d'efficacité par rapport à son profil ou sa problématique. Et puis on gère mieux ces déchets, on les réduit, on les revalorise dans une économie circulaire. Et puis petit à petit, comme ça, on commence à regarder comment on conçoit ses propres produits ou services et comment mieux les concevoir pour continuer à progresser dans cette démarche, en fait. Exactement. Donc tout ça, ça se fait sur une certaine durée. Et Oui, dans tous les cas, ça aussi c'est clé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer changer du jour au lendemain comme ça en une fois. C'est un processus qui prend du temps. Au point de vue individuel, nous par exemple sur les bootcamps qu'on organise pour les individus, on le fait en 42 jours, en 6 soirées de 6 semaines, avec des défis entre chaque. Parce que c'est un vrai processus, c'est une vraie mise en mouvement à aller chercher. Et pour les entreprises, le temps est encore plus long. Parce que on a un cycle de création de produits et de changement des processus qui prend un petit peu plus de temps. Mais c'est important aussi de l'espacer pour pouvoir digérer au fur et à mesure ce qu'on apprend. Et appliquer les choses aussi. Et appliquer et ne pas
percevoir comme une frustration. Moi, je sais que j'ai vécu plusieurs grosses installations de lean management, de Six Sigma, voilà, que ce soit à Safran ou que ce soit au gouvernement. Et souvent, c'est perçu comme une frustration, comme quelque chose qu'on va enlever, qui est subi par les collaborateurs. Comme un boulet au pied en plus. Exactement, et puis personne n'aime le changement, voilà, quand on s'est installé dans une petite routine, dans ce qu'on sait faire, dans notre zone de confort, alors que là, le but c'est de montrer qu'avec le Zero Waste, c'est absolument pas quelque chose qu'on nous retire, au contraire, c'est quelque chose qu'on nous apporte. C'est de la décharge mentale, c'est de la libération, c'est de l'allègement, c'est de la simplification, les gens c'est de la comprennent bien créativité. Ça, c'est un point clé quand même, ça fait partie de l'état d'esprit en fait. Si on pense que c'est un boulet en plus, que ça va être une contrainte, que ça va être des heures de travail en plus, que ça va être je sais pas quoi encore, des dossiers de l'administratif et j'en passe, c'est juste arrêtez avec l'écologie, stop. Sauf que il y a moyen de le montrer autrement. En termes justement, ça va être un avantage, un allègement, une chose agréable à travailler aussi, sur le temps de travail comme d'habitude et pas forcément supplémentaire. Comment est-ce qu'on arrive à montrer ça justement à des gens qui sont persuadés du contraire? Eh bien, c'est une très bonne question. C'est pour ça que j'ai lancé une chaîne YouTube d'ailleurs pour interroger toutes les personnes qui étaient accompagnées par Edeni et qu'elles puissent exprimer. Ça se voit en fait, leur épanouissement, c'est incroyable. Et puis par les mots qu'ils utilisent, de dire que finalement c'est une démarche qui est super fun, qui est libératrice presque, qui fait économiser beaucoup d'argent, qui libère du temps, qui libère de l'espace et qui surtout redonne le pouvoir en fait aux individus de se dire ok, j'ai beaucoup plus d'impact et de pouvoir que ce que je pensais. Chaque achat est un vote et dans une entreprise c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on va pouvoir décider de faire les choses de cette manière-là, même si le marché ne nous y prépare pas forcément. On est pile poil dans le changement actuellement, mais voilà, il y a encore beaucoup de réflexes qui ne sont pas acquis et de se dire ok, je vais être un early adopter et ça je vais le transmettre à mes clients et ils vont le comprendre parce que ça va dans le bon sens, parce que ça résonne en chacun de nous, le fait de faire les choses de manière plus saine, écologique, éthique. C'est vraiment... Moi, je suis intimement persuadée que chaque individu, en fait, est conscient déjà du problème, mais c'est juste qu'il n'a pas forcément l'accompagnement, déjà fait le lien, et puis l'accompagnement, la motivation, et puis de réaliser à quel point ça peut être simple aussi de le faire. Et pour un chef d'entreprise, c'est sûr que il n'y a rien de plus galvanisant que de voir ces équipes qui vont innover, retrouver le pétillant dans les yeux et dans l'envie de travailler le matin au lieu de venir juste parce qu'il faut gagner de l'argent pour payer les couches de bébé ou je sais pas quoi encore. Enfin, oui, ça donne alors du sens, que là, ça donne du sens et en plus c'est créateur de valeur. Beaucoup plus. En optimisme, c'est comme toutes les boîtes de conseil qui gagnent leur argent en prenant une part des bénéfices réalisés sur les économies anti-déchets. Bon, et bien là, c'est exactement pareil sur le Zero Waste, mais c'est au point de vue de toute l'entreprise. Les bénéfices se font sentir peut-être pas aussi rapidement que pour un individu où ça va être en quelques mois. Sur l'entreprise, ça va peut-être être en un an. Mais ça peut impacter des milliers d'individus derrière. Ou plus. Et ça peut aller beaucoup plus vite aussi. Quand on doit payer une entreprise pour aller retirer ses déchets toxiques et qu'on n'en a plus du jour au lendemain, ça c'est nettement arrangé déjà. Alors je te propose de faire un petit bilan du coup des avantages à rentrer dans cette démarche pour une entreprise. Encore une fois, quelle que soit sa taille finalement. Alors une entreprise va gagner quoi? Elle va gagner déjà une nouvelle vision sur son activité et sur son impact, le fait de regarder ce qui se passe. Il y a des impacts positifs, des impacts négatifs, et il y a un moment où c'est bien de faire l'état des lieux de tout ça. Il y a un moment aussi où on va éviter le bâton, parce qu'il y a des choses qui bougent autour de nous, et ça peut être, on va dire, ce qu'on a abordé avec toi aujourd'hui, c'est-à-dire le bâton de fournisseurs ou de clients qui choisissent de s'orienter là-dessus, et si on n'est pas prêt soi-même, en fait, on va se retrouver en dehors de son paradigme à lui, et du coup on va rater des contrats. Ça peut être aussi du coup conforter son business à la hauteur où il est déjà plutôt que de devoir du coup diminuer. Conquérir de nouveaux marchés, pourquoi pas.
se fidéliser des clients qui vont voir qu'on fait un effort aussi là-dessus et pour lesquels c'est porteur de sens, au-delà de finalement juste les employés de l'entreprise. Et porteur de cohérence aussi entre le message et vraiment ce qu'on produit. Ça fait pas mal de choses. On a parlé aussi au niveau de la région, de comment soutenir l'économie locale. Ça pouvait aussi avoir un impact assez direct finalement pour des gens qui sont proches de nous et avec lesquels on est en interaction. Etc. On n'a pas parlé de la qualité de vie. La qualité de vie. Des employés, ne serait-ce que sur site. Et ensuite aussi le storytelling qu'une entreprise va pouvoir créer autour de ça. D'accord. Qui est quelque chose de très important actuellement, qui n'est pas à voir de manière péjorative. En général, le storytelling, on peut le voir comme toute l'histoire qu'on brode autour d'une entreprise. Plus ou moins artificielle, alors que là, on peut avoir un storytelling incarné. Concret, sincère, sur sa démarche, encore une fois, si elle est appliquée au sein de l'entreprise et à l'extérieur. Donc merci d'avoir suivi cette interview, j'espère que ça vous a interpellé, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à la partager auprès d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses que vous connaissez, que ça pourrait intéresser, ne serait-ce que par curiosité, parce que c'est vraiment un sujet dans l'air du temps. On n'a pas fini d'en parler, ça peut vous donner pas mal d'avantages dans votre activité pour juste demain, après-demain et pour la suite. Et alors, pour aller plus loin, je vous invite à consulter la chaîne d'Hélène qui s'appelle Edeni Zero Waste sur YouTube, vous allez trouver tout de suite. Et sinon, sur le site Edeni, www.edeni.fr ou sur Facebook aussi. Et voilà, et je mettrai tout ça dans la description juste en dessous de cette vidéo ou de ce podcast, selon l'endroit où vous êtes actuellement. Merci pour tout et je vous dis rendez-vous dans une prochaine. À très bientôt. Au revoir.